Au niveau des outils Excel, je vais vous expliquer différentes petites choses. La première chose, c'est l'apparition de texte. Lorsque vous voulez résoudre, par exemple, un exemple chiffré et vous voulez que l'étudiant réfléchisse et qu'il n'ait pas la réponse au tableau, qu'il la cherche un peu, vous pourriez dissimuler la réponse, mais laisser le reste du problème apparaître à l'écran. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer comment faire une concaténation de texte pour créer des exercices très rapidement. La fonction recherche V, c'est une fonction plus sophistiquée qu'un si. Donc, je présume que tout le monde est à l'aise avec le si, le if, then, else. La recherche V fonctionne d'une façon relativement similaire lorsqu'on veut avoir de multiples conditions. Je vais vous montrer comment faire une liste de validation et du format conditionnel. Tout ça dans le but d'avoir des outils flexibles au niveau des présentations et également développer du matériel pédagogique de façon relativement simple. Donc, prenons un exemple d'apparition de texte, puis comment que ça fonctionne. Vous montrer aussi comment je procède pour faire des exemples chiffrés en classe qui me permettent non seulement d'avoir une présentation intéressante, mais en plus de développer du matériel à grand volume. Donc, ici, vous avez un fichier Excel qui s'appelle Action préférentielle programmable. Et ce que l'étudiant voit, ce n'est pas ceci, ça c'est mon onglet pour mon entrée de données. Ce que l'étudiant voit, c'est l'énoncé du problème comme ça. Et par la suite, je vais solutionner le problème avec des, euh, des fichiers ou des cellules, excusez-moi, des cellules cachées qui sont dissimulées. Donc, je veux, par exemple, demander aux étudiants, lors de la répartition des capitaux propres, quel est le total des capitaux propres, quelle est la portion attribuable aux actions ordinaires, quelle est la portion attribuable aux actions préférentielles, par exemple. Tout le gabarit de réponse est là, donc ça permet à l'étudiant de suivre, ça lui donne une structure. En classe, ça vaut la peine, après ça, quand il fait les exercices chez lui, il peut partir d'une page blanche complète. Mais en classe, c'est bon de partir d'un gabarit, comme ça, il focus sur qu'est-ce que je dis au lieu d'essayer de prendre des notes à un rythme démentiel. Et donc, je peux faire apparaître des chiffres au fur et à mesure. Donc, je peux lui dire, bon, ben, pouvez-vous me dire c'est quoi le total et la répartition? Donc, l'étudiant il réfléchit, puis après ça, je lui donne la réponse et je fais apparaître simplement la réponse en changeant la police de blanc à noir. Donc, c'est la seule chose que j'ai fait. La réponse, elle est déjà toute là. Donc, vous voyez, quand j'ombrage la zone, vous voyez 465 000, ici 335 000. La réponse, elle apparaît déjà, mais elle est déjà présente plutôt, mais elle n'apparaît pas parce que sa police, elle est blanche. Donc, il me suffit d'ombrager la région qui m'intéresse, de changer la police de blanc pour noir, et les chiffres apparaissent. Aussi simple que ça. Et ça, c'est vraiment élémentaire, mais c'est très fonctionnel. Les étudiants, ils s'en fichent que ça ne soit pas automatique, que mon Dieu, tout apparaisse. À leurs yeux, ça apparaît presque automatiquement. Et c'est sûr qu'il y a des outils plus sophistiqués que ça, des outils de genre Smartboard ou Notebook ou whatever, qui permettent de faire ça, mais pourquoi rendre ça compliqué quand on peut faire ça simple? Changer la police de noir à blanc, c'est vraiment élémentaire. Pour ceux qui trouvent ça pas très élégant, puis disent, ben oui, mais on voit la souris, puis on voit que ça clique sur le blanc puis le noir, on le verra pas. Lorsqu'on va médiatiser, dans ce qu'il faut, il y a une option de faire disparaître la souris. Évidemment, on va renier l'image pour que la bande déroulante d'Excel n'apparaisse pas. Et donc, tout ce que l'étudiant va voir, il va voir tout simplement pendant une fraction de seconde l'ombragement et il va voir le changement de police. Donc, c'est vraiment élémentaire. Donc, remarquez que ici, j'ai la solution en blanc et j'ai également, pour mes fins à moi d'impression, la même solution, mais qui est toute remplie, elle n'est pas en blanc. Donc ça aussi, c'est un truc que j'aimerais vous donner. C'est lorsque vous avez un fichier en blanc, c'est le fun de ne pas avoir à rechanger toute la couleur des polices pour l'impression. Donc moi, je fais tout simplement, je copie l'onglet pour avoir une solution en blanc, puis une solution en noir, une solution complétée. Qu'est-ce qui est intéressant aussi de vous montrer, c'est que je suis capable de développer du matériel pédagogique en grand volume de qualité homogène. Je ne dis pas que c'est de bonne qualité, mais de qualité homogène. Tous les exercices que je fais sont de la même qualité parce qu'ils sont préprogrammés. Donc, l'énoncé qui est ici, en réalité, l'étudiant, il voit du texte, mais en réalité, c'est une formule. Vous voyez, c'est une formule qui fait référence à mon onglet de données. Donc, par exemple, ici, je pourrais changer la question, dire c'est pas la question numéro 3, c'est la question numéro 1. C'est une question facile. Et l'acquisition s'est faite au 31 décembre X4. L'entreprise a acheté 80% pour une somme de 200 000 $.
Et regardez qu'est-ce qui arrive. L'énoncé a changé. Filiale ayant des actions préférentielles, question facile, 80% et la somme, 200 000 $. Donc, moi, j'aime bien procéder comme ça parce que ça me permet de faire un gabarit de réponse, un gabarit également d'énoncé, changer les montants et ça me génère des questions puis ça me génère des réponses. Puis donc, je voulais vous montrer comment que je fais pour justement insérer des chiffres ici et que ça se reflète dans mon texte automatiquement. Puis pourquoi que c'est le fun d'insérer des chiffres dans des cellules? C'est parce que dans Excel, on peut faire référence à une cellule. Je ne peux pas dire à Excel, va me chercher le 200 000 $ dans une phrase. Il faut que je mette le 200 000 $ ou le 80% dans une cellule. Donc, je vais vous montrer comment je fais ça dans un autre fichier qui est moins embourbé. Ici, j'aurais tout simplement la phrase que je veux, la phrase finale que je veux, c'est la société ABC a été acquise en 2015 pour la somme de 100 $. Donc, ce que je voudrais faire, c'est concaténer, on va voir comment on fait ça, de façon à obtenir cette phrase-là. Là, il faudrait déterminer c'est quoi que je veux qui puisse être modifiable ou variable. Bien, sans doute le nom de la société, disons l'année d'acquisition, puis la somme. Supposons que c'est ça. Donc, je n'ai qu'à isoler ces éléments-là. Donc, je pourrais dire la société, espace. Puis là, au lieu d'écrire ABC, je change de cellule et je dis ABC. Et pour m'aider à me souvenir que ABC, c'est une cellule que je peux modifier, je vais lui donner une couleur grise. C'est ma façon à moi de me reconnaître. Après ça, je dis quoi? A été acquise. A été acquise. Ici, vous verrez, je viens de commettre une faute, mais c'est intentionnel. Acquise en 2015. Donc, je mets un espace après le 1. 2015. 2015, c'est une donnée que je veux qu'il puisse varier. Donc, je vais la mettre en gris aussi. Pour la somme de 100 $. Et également, le 100, je veux pouvoir le modifier. Donc, toutes mes données sont là et ça serait très facile pour moi dans un exercice, dans Excel, pour la solution, de les chercher, la date ou la somme, vu que c'est dans une cellule à part. Mais je voudrais que ça apparaisse comme une phrase complète, un énoncé. Mais j'ai tout simplement à concaténer ces cellules-là. Concaténer, c'est très facile. Je dis égal A3 et je veux concaténer A3 avec A4, A5, A6, etc. Donc, j'ai rien qu'à utiliser le ampersand, le et, A4, et A5, et A6, et A7, et A8, et A9. Et voici la phrase. Remarquez que la phrase n'est pas parfaite. Il y a des erreurs dedans. Pourquoi il y a des erreurs? C'est que lorsque j'ai fait ma programmation, j'ai dit que j'avais fait une erreur. Regardons ici, la société ABC, ça c'est bien, mais après ABC, entre ABC et A été acquise, il manque un espace. Je l'ai mentionné, j'ai fait une erreur. Donc, je viens qu'aller dans la cellule de A été acquise, j'insère un espace et le problème est réglé. Donc, la société a été acquise en 2015 pour la somme de 100 $. Il n'y a pas d'espace entre le 2 et le 100, donc je vais ajouter un espace après le 2. Puis, il manque un espace après le 100 $. Je ne peux pas mettre un espace après le 100 parce que ça, c'est un chiffre, donc je vais mettre un espace avant $. Et ça me fait une belle phrase. Et donc, maintenant, je vais pouvoir changer facilement, dire 2223 pour 100 000 $. Voyez-vous? Et ça change automatiquement. Et donc, cette phrase-là, je pourrais simplement y mettre une référence dans un autre onglet qui récupère cette phrase-ci toute complète. Une chose qu'on peut également modifier, c'est ici le 100 $ n'apparaît pas très bien. Voyez-vous, le 100 000 n'apparaît pas très bien. Il manque des espaces entre les trois zéros. Ça se modifie aussi. Regardez, ça c'est la cellule A8. Quand je fais la fonction texte A8, je peux lui dire sous quel format la mettre. Voyez-vous,
Maintenant, le 100 000 est comme du texte. Donc, je n'ai tout simplement qu'à prendre ce type de fonction-là dans ma concaténation. Donc, tout simplement A8. Je veux que ça devienne du texte. Et quelle sorte de texte? On veut qu'il soit présenté avec un espace entre les trois chiffres. Donc, voyez-vous, maintenant, le 100 000 apparaît bien. La société ABC est acquise en 2223 pour la somme de 100 000 $. Donc, on peut vraiment mettre n'importe quel format quand on concatène. Faites attention ici, ne mélangez-vous pas. Dans la formule texte A8 et le format du texte, j'ai transformé effectivement le 100 000 en texte, mais seulement pour les fins de cette phrase-ci. Quand moi, je vais programmer mon Excel pour qu'il aille chercher effectivement la somme payée, je vais faire la référence à ma cellule A8. Et ma cellule A8, elle est intacte. Donc, révisons pour conclure la concaténation, excusez-moi. Il suffit de mettre un ampersand entre chaque cellule que je veux concaténer. Deuxième chose que j'ai fait, le 100 000 $ qui est ma cellule A8, je l'ai transformé en texte et je lui ai imposé le format ici, entre guillemets, avec le signe de nombre, le dièse. Donc, dièse, espace, dièse, dièse, dièse. Donc, je peux faire n'importe quel format. Donc, c'est très utile lorsque vous savez que vous allez produire du matériel à grand volume avec plusieurs itérations. Donc, tant qu'à passer une demi-heure à faire une programmation en Excel qui doit être changée manuellement pour chacune des autres itérations, moi, personnellement, j'aime mieux en prendre 1h30, puis par la suite, mon fichier qui est programmable, bien, je peux générer des centaines d'exercices similaires, mais avec des données qui changent dans le temps de le dire. Une autre utilisation qui est intéressante, c'est la recherche V. Donc, on a vu la concaténation. La recherche V, c'est très intéressant parce que ça nous évite de faire des si imbriqués. Donc, je vous donne par exemple un tableau. Donc, j'ai des catégories d'employés et j'ai un pourcentage de commission que j'attribue à chacun des employés. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 catégories d'employés qui ont respectivement 15, 20, 25 et 30% de commission. Et en quelque part, dans mon fichier Excel, je veux que lorsque j'ai Monsieur A qui est de catégorie 1, j'aimerais connaître son taux de commission. OK? Madame B qui est catégorie 3, j'aimerais connaître sa commission. Donc, je pourrais le faire avec des si. Je pourrais dire, si c'est égal à 1, va chercher 15. Sinon, va voir si c'est égal à 2, va chercher 20. Sinon, si c'est égal à 3, va chercher 25. C'est très long de faire ça parce que ça nous prend des si imbriqués les uns dans les autres. Ça devient aussi très mélangeant. Mais il y a une solution très facile qui est recherche V. Donc, on va faire la recherche V ensemble. Donc, égal, excusez-moi, égal recherche V. Et ici, on voit les paramètres de la recherche V. Les paramètres de la recherche V, on peut les voir ici également. Donc, les paramètres de la recherche V, qu'est-ce que je vais faire? Premier paramètre, je dis, c'est quelle valeur que je recherche? Bien, je recherche la catégorie. Donc, je recherche B18. Et on remarque ici, l'adresse, elle est relative, elle n'est pas absolue, il n'y a pas de signe de $. Donc, quand je vais copier ma cellule, quand je vais copier ma fonction, le B18, quand je vais copier vers le bas, va devenir B19. Donc, ça me convient. Donc, va rechercher la catégorie de Monsieur A. Là, il faut que je dise, allez la chercher où? Dans la table de la matrice. La matrice, elle est ici. C'est cette matrice-là. Remarquez ici, par contre, c'est encore des données relatives. Moi, je veux des données absolues. Je présume que vous savez c'est quoi. Si vous ne savez pas c'est quoi, venez nous voir. Ça va nous faire plaisir de vous expliquer. Nous voulons des données absolues. Et donc, lorsque je vais copier ma fonction, la cellule ne va pas changer. Le C12 à D15 va rester tel quel. Donc, sur Mac, sur PC, on fait F4. Sur Mac, on fait CTRL-T. Et
Maintenant, j'ai des données, des références absolues. Fait qu'une fois qu'il a cherché la catégorie 1 dans ma matrice, je veux avoir la réponse. Là, la réponse, il me dit dans quelle colonne? Mais ma réponse ici, que je veux savoir, c'est le pourcentage de commission. Donc, c'est dans la colonne 2. Je pourrais avoir un tableau de 20 colonnes et je pourrais aller chercher le sexe de la personne selon sa catégorie, l'âge. Je pourrais avoir plusieurs données. Donc ici, j'ai seulement 2 colonnes. La solution que je recherche, c'est dans la colonne 2. Et finalement, il me demande la valeur proche ou vrai ou faux. Je vais vous expliquer dans 2 secondes c'est quoi, mais on va voir avant le fonctionnement. Donc pour l'instant, je vais dire faux. Et habituellement, mettez faux. Vous ne voulez pas une réponse proche, vous voulez une réponse précise. Donc, est-ce que c'est vrai que la catégorie 1, ça donne le pourcentage 15? C'est vrai. Si je mets 2, le 15 devrait changer pour 20. Puis effectivement, ça fonctionne. Si je mets 4, ça devrait devenir 30. Et si je mets catégorie 5, ça ne devrait pas fonctionner. Effectivement. Si je mets 5 et je reçois une NA, c'est parce que j'ai mis faux à valeur proche. Si je mettais vrai, ben à ce moment-là, 5, la réponse la plus proche de 5, c'est 4, et donc il me donnerait 30. Et donc, c'est dangereux de mettre vrai parce que des fois, on fait une erreur puis on ne s'en rend pas compte qu'on obtient une réponse. Donc, je vais mettre faux. Je vais mettre ma catégorie 2. Je vais copier. Et qu'est-ce qui est le fun de procéder ainsi? Je vais faire disparaître ma petit outil. Je copie ma formule et j'ai déjà la réponse. Donc, je pourrais créer un tableau, une recherche. Moi, je m'en sers notamment beaucoup quand je fais de la recherche. Je ne maîtrise pas énormément Access les bases de données. Et donc, avec cette fonction-là, je n'en ai pas de besoin. Souvent, quand je veux fusionner des tableaux, au lieu de les faire manuellement puis d'essayer de les trier pour que toutes les lignes coïncident, j'y vais par recherche V. Et donc, à ce moment-là, je récupère toutes les données très, très facilement. Donc, j'ai fait copier puis remarquez qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai fait copier. Si on regarde la formule, B18 est devenu B19, mais comme je vous mentionnais tout à l'heure, la table de matrice, le C12 à D15 est resté C12 à D15 parce qu'il y avait des signes de $. Je demande toujours la deuxième colonne et c'est toujours faux au niveau de la valeur proche. Et donc, ça serait une façon très facile d'opérer au niveau d'aller chercher des données dans une table, par exemple, table d'imposition, une table de commission, des tables d'amortissement, des tables d'actualisation, monter des bases de données en recherche. Recherche V, c'est vraiment très utile. Ça nous évite d'avoir des si imbriqués qui deviennent vraiment ingérables parce que en plus, lorsqu'on fait des si imbriqués, il faut toujours calculer le nombre de parenthèses qui sont suffisantes, puis est-ce qu'on les met dans la bonne séquence. C'est très mélangeant. Recherche V est très facile. Il existe aussi un recherche H lorsqu'on recherche à l'intérieur des colonnes au lieu de l'intérieur des rangées. Mais habituellement, de la façon dont on fonctionne, c'est recherche V qu'on utilise toujours. Remarquez ici qu'on a fait une erreur. Lorsque je mets 5, je reçois non applicable. Donc, ça serait le fun de limiter le type de catégorie de 1 à 4. Donc, c'est très facile à faire avec Excel. Il suffit d'aller chercher la validation de données. On fait validation de données. On choisit liste. Et à ce moment-là, on peut remplir la liste manuellement ou faire référence à la liste qui nous intéresse. Et moi, ce que je veux entrer comme catégorie, c'est la catégorie qui est ici. Donc, je choisis cette catégorie-là de C12 à C15. Je fais Enter. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Quand je vais sélectionner, je vais pouvoir seulement sélectionner parmi les 1, 2, 3, 4 catégories. Ça va m'éviter de faire des erreurs. Donc, encore une fois, j'ai fait la validation pour une cellule. Je peux simplement, en faisant copier-coller, l'attribuer à l'autre cellule également. Donc, tout simplement comme ça. Maintenant que nous avons vu comment faire une liste de validation, on peut s'en servir pour d'autres choses. Vous vous rappelez, il y a quelques minutes, je vous ai montré que pour cacher des réponses aux étudiants à Excel, je mettais la police blanche, puis pour la faire apparaître, je la mettais noire. Mais on pourrait faire ça avec un bouton au lieu de le faire manuellement, cellule par cellule. Donc, supposons que maintenant, je veux faire cacher la catégorie et la commission de monsieur A et de monsieur B. Supposons que c'est de l'information privilégiée, puis je ne veux pas la montrer à mes employés. Donc, j'ai tout simplement créé un bouton d'affichage.
Donc, je vais appeler ça affichage. Pas un bouton. Je pourrais créer un bouton, mais on va garder ça simple. Donc, affichage, et la réponse, ça va être oui ou non. Donc, je vais faire une liste de validation. Vous allez dans Données, Validation, Liste. Et ici, je vais la créer manuellement. Je vais dire, la liste, c'est oui ou c'est non. Et comme de fait, j'ai oui ou non. Pour être sûr de ne pas me tromper, je vais au moins l'entourer d'une bordure. Bon, ici, je sais que j'ai oui ou j'ai non. Je pourrais donc, selon que la réponse, elle est oui ici ou non, oui ou non, faire apparaître ou pas le tableau de Monsieur A, Madame B. Donc ici, je vais choisir les données que je veux faire apparaître ou disparaître. Je vais utiliser le format conditionnel et je vais ajouter une condition. La condition, elle est classique et elle est liée à une formule. Donc, je vais faire la formule. Si cette cellule-là est égale à oui, remarquez que je mets des guillemets parce qu'ici, oui, non, c'est du texte, c'est pas une valeur. Je veux que la réponse apparaisse. Et donc, je voudrais, par exemple, que la police, là, on peut être original, on peut faire n'importe quoi, soit noire, la bordure, il y en ait une, puis le remplissage, ça soit vert, par exemple. Par exemple, ça n'a pas d'importance. Je pourrais ne pas mettre de remplissage, pas de bordure, ça n'a pas d'importance. Je peux ajouter une autre condition. Même chose. Je vais dans classique et je vais dans utiliser une formule. Et maintenant, je dis la forme si F17 est égale à non. À ce moment-là, si c'est égal à non, qu'est-ce que je veux? Bien, je veux que rien n'apparaisse. Donc, je dirais pas de remplissage, pas de bordure, puis mettre la police blanche pour que rien n'apparaisse. Je fais OK. OK à nouveau. Et vous regardez qu'est-ce qui arrive. Quand je dis non, le texte n'apparaît pas. Quand je dis oui, il apparaît en noir, rempli de vert et avec un contour. Donc ça aussi, ça serait une façon assez facile de faire apparaître, disparaître du texte lorsqu'on veut avoir une interaction avec les étudiants. Donc, ces cellules-là affichage, j'ai fait afficher évidemment le tableau complet dans cet exemple-ci. J'aurais pu faire une ligne d'affichage pour chacune des rangées, puis faire oui, non pour chacune des lignes. Puis ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment pas compliqué parce qu'une fois qu'on a programmé une ligne, les autres, ça se programme très rapidement. Hein? C'est cut and paste. Donc, ça va vite parce que dans Excel, on peut avoir du collage spécial. Donc, quand vous allez dans Édition, vous faites collage spécial, vous avez tout le choix de tout ce que vous voulez coller, soit la valeur, soit la formule, soit le formatage, la mise en forme, fusionner la mise en forme conditionnelle. Donc, c'est vraiment possible de faire ce type d'exercice-là et de le faire une fois pour une ligne, puis par la suite, tout se fait vraiment très, très rapidement. Donc, ce que nous avons vu pour les outils Excel, nous avons vu comment faire apparaître du texte en changeant la police. On a vu comment concaténer du texte. Ça, c'est par exemple si on veut créer une phrase à partir de certaines cellules. C'était avec le ampersand. On a vu la recherche V qui nous permet d'éviter d'avoir des si imbriqués. Et on a vu la liste de validation quand on veut, par exemple, limiter les réponses à une certaine plage de réponses. On a vu également le format conditionnel pour faire apparaître ou disparaître du texte en fonction de la valeur d'une cellule. Évidemment, peut-être certains d'entre vous trouver ça très simple, d'autres trouvent ça trop compliqué. C'est difficile de s'adapter à un auditoire aussi vaste que le corps professoral, mais quoi qu'il en soit, au minimum, vous avez vu que dans Excel, il est fort facile de faire apparaître ou disparaître des chiffres ou du texte, tout simplement en changeant la police.
Notre dernière formation concernant les outils utilisés, c'est des outils Acrobat. C'est vraiment ce qui est beaucoup plus facile et vraiment très très rapide à expliquer. Et terriblement utile pour ceux qui ne connaissent pas ces trucs-là. Surtout le premier, je vais vous montrer comment rendre des fichiers PDF modifiables. En d'autres mots, ça arrive très souvent que vous recevez des fichiers PDF et qui sont comme sous forme de photos et c'est la photo d'un texte et vous aimeriez ça être capable de faire du copier-coller, vous aimeriez pouvoir surligner ou souligner des choses, vous en êtes incapable. Donc, je vais vous montrer comment faire, c'est vraiment facile. Après ça, je vais vous montrer comment annoter ou cacher du texte de façon permanente et finalement présenter seulement une portion de la page. Donc, c'est au niveau pédagogique que s'il y a peut-être une petite zone de la page qui intéresse les étudiants au moment de votre présentation, vous ne voulez pas les distraire avec tout le reste. Donc, je vais vous montrer ça. Nous allons ouvrir un fichier PDF qui provient de l'UQAM. Et c'est un scan de l'actualité UQAM dans lequel on mentionne qu'un de nos collègues est ministre dans le gouvernement marois à une certaine époque. Donc, on voit bien que je n'arrive pas à copier du texte. Je peux prendre mon curseur, j'arrive pas à le copier, je n'arrive pas à surligner du texte. Je n'arrive pas à le surligner parce que c'est effectivement une photo. Donc, je veux faire reconnaître le texte par Adobe comme étant du texte. Donc, ici, excusez, mes menus sont en anglais. Donc, Recognize Text qui est reconnaître le texte dans ce fichier. Et après ça, on a des paramètres. On a le paramètre la langue, le texte est en français, donc on va garder français. Je veux que l'image devienne searchable, qu'il puisse justement devenir du texte, donc je veux qu'elle soit reconnue. Puis l'échantillon, 600 dpi, plus le chiffre est élevé, plus ça va être précis. Donc, OK. Et regardez qu'est-ce qui va arriver. Adobe est en train d'analyser le texte. Non seulement il l'analyse, mais il va même aligner la page. Si elle a besoin de subir une rotation, il va le faire. Donc, regardez maintenant. Est-ce que je suis capable maintenant de souligner du texte? La réponse est oui. Vous voyez, je suis en train de le surligner. Est-ce que je suis capable de copier du texte ou de le modifier? Ici, copier du texte. Effectivement, regardez, copier est disponible. Donc, tous les fichiers, pratiquement, à moins qu'ils sont protégés, peuvent être transformés dans des fichiers qui peuvent être modifiés, être lus, servir à copier-coller, etc. Supposons que moi, je veux, ici, j'ai surligné deux Ucamiens précèdent aux destinées économiques sous la gouvernance de Mme Marois. Supposons que ça, je l'ai surligné, mais supposons que je voudrais le cacher. Supposons que c'est de l'information que je ne veux pas donner à mes étudiants. Mais c'est très facile, je n'ai qu'à la surligner, comme j'ai fait. N'est-ce pas? Je l'ai surligné. Et je change ses propriétés. J'ai tout simplement changé ses propriétés, changé la couleur de jaune à tout simplement noir. Là, à ce moment-là, vous voyez la différence. Le texte devient illisible. Il devient par le fait même caché. Donc, vous pourriez, si vous voulez, si, par exemple, lorsque vous distribuez vos fichiers PDF, vous voulez cacher de l'information pour différentes raisons que ce soit parce que l'information, elle n'est pas pertinente, ou parce que l'information, vous ne voulez pas que les étudiants l'aient parce que vous voulez justement questionner les étudiants à ce sujet-là, ou parce que vous pensez que c'est une distraction tout simplement. Vous pouvez le cacher comme ça. Mais faites attention, le petit message qui apparaît lorsque vous faites ça dans Adobe, il vous indique que bien que vous l'avez mis en noir, lorsque vous allez envoyer le fichier PDF à vos étudiants, ils vont pouvoir le sélectionner et l'effacer et donc avoir accès à l'information. Donc, l'information n'est pas disparue de façon permanente. Comment on peut faire disparaître l'information de façon permanente? On va encore dans Outils et on va plutôt dans Protection. Et dans Protection, on choisit encore le texte qu'on veut faire disparaître et on le marque pour, en anglais, c'est marqué Mark for Redaction. En français, je crois que la traduction, c'est biffer, marqué pour biffer. Donc, je vais biffer et donc,
Je clique Mark for Redaction. Ici, ils me disent les démarches à prendre, mais c'est très facile. Je n'ai qu'à cliquer Mark for Redaction. Je choisis et on voit que le texte devient noir. Quand je clique dessus, quand je suis dessus, il est noir. C'est comme ça que les étudiants vont voir le résultat final. Par contre, lorsque ma souris se déplace, il réapparaît. Il réapparaît pourquoi? C'est parce que pour biffer du texte, ça prend 2 étapes. La première, c'était marquer pour la rédaction. Et la deuxième, c'est appliquer la rédaction. Donc, quand je fais appliquer pour la rédaction, j'ai un message ici qui est en anglais. Il me dit, regardez, l'information va être effacée de façon permanente. Je dis oui. Et donc, maintenant, il efface de façon permanente. En plus, dans les fichiers PDF, il a des métadonnées. Donc, il me demande, est-ce que vous voulez également enlever, biffer tous les documents, toutes les métadonnées du document? Je dis oui. Et donc, maintenant, il travaille et toutes les métadonnées sont effacées. Et lorsque je vais sauvegarder, ce fichier, il va s'appeler redacted. Je ne sais pas en français comment il va s'appeler, biffé sans doute. Et donc, quand je vais sauvegarder, maintenant c'est fini. Je n'ai plus jamais accès à ces données-là. Donc, les étudiants ne pourront pas, même s'ils arrivent avec un utilitaire à aller outre vos mots de passe, si vous protégez, par exemple, vos fichiers avec des mots de passe, dans ce cas-ci, c'est impossible. L'information, elle est disparue complètement du fichier. Dernière chose que je voudrais vous montrer, c'est comment seulement montrer une partie de la page. Et évidemment, pour montrer une partie de la page, il faut renier. Renier en anglais, c'est crop. Et donc, à ce moment-là, par exemple, je choisis la partie de la page que je veux montrer. Par exemple, c'est ça. Donc, quand je vais faire Enter, je vais faire OK. La seule chose de la page qui va apparaître, c'est la section que j'ai choisie. Ce sont des outils intéressants. Moi, ce que j'aime beaucoup, notamment parmi ces outils-là, c'est surtout le premier, être capable de transformer un fichier PDF qui est une image en un fichier PDF qui peut être effectivement modifié. Ça, c'est très intéressant. Faites une petite remarque ou faites attention, lorsque vous faites la fonction de renier, donc seulement pour montrer une partie de la page, lorsque vous reniez, malheureusement, l'étudiant est capable de réavoir accès à la partie qui a été cachée. Donc, ce n'est pas comme biffé comme tout à l'heure, ça n'a pas un impact permanent, c'est seulement un impact de présentation, donc ça peut être défait relativement aisément. Donc, ce que nous avons vu comment présenter, comment utiliser le gabarit. Ça, c'est très important. Si vous avez de la difficulté, venez nous voir. Nous désirons vraiment que vous utilisiez les gabarits et faites très attention à la pagination qui est manuelle. Après ça, on a vu comment utiliser PowerPoint. On a montré beaucoup de choses. Le plus important, c'est au moins un minimum de présentation. Lorsque vous avez beaucoup de texte sur une page, assurez-vous au moins que le texte qui est inutile, qui a déjà été couvert, il disparaisse ou encore mieux, il soit transparent avec l'effet d'atténuation. On a également vu des trucs Excel. Les trucs Excel, on a vu plusieurs choses. On a vu les listes de validation, on a vu le format conditionnel. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est pas grave. Au moins, sachez qu'il est possible de concaténer et donc de faire des phrases à partir de cellules et ça vous permet une programmation beaucoup intéressante. Il est possible également de faire apparaître et disparaître du texte dans Excel, des réponses dans Excel, tout simplement avec soit le formatage conditionnel, si on veut être sophistiqué, ou tout simplement en changeant la police de blanc à noir. C'est vraiment très simple. Et on a terminé avec les formats PDF, les fichiers PDF, sur comment les modifier, faire disparaître du texte surligné et le faire reconnaître. C'est quand même beaucoup de choses, mais regardez, l'avantage de l'approche que nous vous suggérons, vous n'avez pas eu de nouveaux logiciels à apprendre. Ce sont des fonctionnalités de PowerPoint, d'Excel, des fonctionnalités de logiciels que vous utilisez sur une base régulière au lieu d'apprendre un troisième, un quatrième, un cinquième logiciel qui viendrait modifier comment votre présentation Excel fonctionne, votre présentation PowerPoint fonctionne. Nous vous encourageons à utiliser ces approches-là, d'autant plus que le fichier PowerPoint que j'ai utilisé pour cette présentation, je le mets à votre disponibilité. Et donc, vous allez pouvoir tout simplement faire du copy-paste, insérer à même le gabarit. Évidemment, n'oubliez pas de changer le nom du gabarit. À même le gabarit, vous allez pouvoir insérer votre présentation et ça va vous permettre d'avoir toutes ces animations-là sans avoir à les programmer. Donc, je vous remercie de votre patience. C'est quand même une longue présentation. Venez nous voir si vous avez des difficultés.